hop. C'est bon pour toi, Stan? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, présidente du groupe écologiste NUP à l'Assemblée nationale. Première fois qu'on vous reçoit. Quelques confrères, je pense, nous rejoindront au fil de la rencontre qui travaille actuellement sur l'audition de Gérald Darmanin. Quelques mots pour vous signaler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo Internet de l'Assemblée nationale, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas là de retrouver cette rencontre éventuellement, et que le live tweet est assuré par Stanislas Noyer. Et voilà, pour la première question, je laisse la parole à Chantal Didier sur l'actualité de ce matin. Bonjour Madame la Présidente. Bon, puisqu'il y a la concurrence de Darmanin, on va poser la question sur le maintien de l'ordre. Est-ce que les problèmes rencontrés ces derniers jours sont vraiment nouveaux, ou est-ce que c'est une problématique que l'on trouve à peu près à chaque mobilisation sociale? Je veux dire, c'est vrai qu'à chaque fois, on remet en cause la façon dont le maintien de l'ordre est assuré en France. C'est bon, pardon, oui, merci. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des semaines de mobilisation pacifique, sans heurts, qu'on a un 49.3 et qu'on a quand même un changement clair en termes de doctrine de maintien de l'ordre à ce moment-là, notamment par la technique des NAS qui se multiplient. Donc oui, quand même, en tout cas dans les semaines et dans les mois qui viennent de précéder, on a, depuis l'adoption du 49.3, un changement de doctrine en matière de maintien de l'ordre, de manière très claire. On a une question, donc il y a eu les manifestations des retraites, il y a eu quand même la manifestation à Sainte-Soline, où on a quand même un déploiement policier extrêmement important, que nous aujourd'hui on considère quand même dangereux, et pour les manifestants et pour la police, parce qu'on a, et pour nous, voilà, on est en soutien, on a des blessés en fait, et policiers et manifestants. Donc il y a vraiment une question de comment on protège et l'un et l'autre. Et il faut voir que sur Sainte-Soline, on avait quand même 4000 grenades projetées en 2 heures, ça fait 33 grenades à la minute. On est quand même sur un niveau de mobilisation de moyens qui sont extrêmes. Mais est-ce que ce sont les mêmes manifestants qui sont, lorsqu'il y a eu les manifestations pacifiques du début, et puis vous dites depuis le 49.3, mais est-ce que ce sont les mêmes? Alors, ce sont les mêmes manifestants, très clairement. Par contre, ce qu'on voit depuis le 49.3, c'est une toute petite minorité qui ne sont pas des manifestants, mais qui sont des Black Blocs. Et moi, je fais clairement la différence. C'est-à-dire que les manifestants, moi j'ai fait la manifestation post-49.3 à Grenoble, les gens qui étaient dans la rue, c'était les mêmes. C'était les mêmes. Par contre, effectivement, on peut avoir dans certaines mobilisations des personnes qui n'étaient pas là ou qui étaient là pacifiquement et qui là sont venues effectivement avec des objectifs peut-être un peu plus... voilà, en tout cas moins dans le dialogue, ça c'est sûr. Mais donc c'est pas les manifestants. Enfin là où je veux être clair, c'est que c'est pas les manifestants. Les manifestants, eux, c'est toujours les mêmes. La question, c'est effectivement des groupes individuels. Finalement, c'est une c'est une infime partie. C'est une infime partie. Une infime partie, mais très violente. Non mais là je parlais des mobilisations sur les retraites, des manifestations sur les retraites, plaît, et même à Sainte-Soline, mais c'est vraiment intéressant, même à Sainte-Soline, on parle sur les mobilisations, il y a la Confédération paysanne, il y a un certain nombre de militants qui sont présents, on a les chiffres, je crois que c'est entre 6 000 et 30 000, on a des personnes qui viennent de manière pacifique, et effectivement on a après des personnes qui viennent avec un mot d'ordre qui n'est pas les mêmes, et qui, pour moi, finalement... desservent en partie cette cause. Moi, je crois à la victoire par la masse. Je pense que c'est en mobilisant largement, fortement, c'est en fédérant qu'on arrivera à gagner sur ces projets-là. Si les gens ont peur de venir, si les gens ont peur de venir manifester, si les gens ont peur, pensent que ça ne sera pas pacifique, finalement, on n'arrivera pas à agréger et à fédérer. Mais et y compris à Sainte-Soline, il y avait énormément de personnes qui sont venues manifester pacifiquement. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas à ceux-là c'est pas à eux qu'on pense quand on pense à Sainte-Soline. La manifestation était quand même interdite.
Oui, mais alors, moi j'assume très... on a un historique de désobéissance civile, mais la désobéissance civile, c'est 1, pacifique, et 2, à visage découvert. C'est ça. Et la question qu'on a aujourd'hui sur Sainte-Soline, c'est la question du partage de l'eau. Et la question de ce que nous on considère comme un accaparement, une privatisation de l'eau au bénéfice de certains. C'est-à-dire qu'on va les pomper dans les nappes phréatiques pour remplir une bassine, et en période de sécheresse, seuls les agriculteurs qui généralement les productions les plus intensives, des productions de maïs les plus aquavores, vont pouvoir bénéficier de cette eau. C'est normal qu'à un moment, quand on a de la sécheresse, les gens disent « mais attendez, pourquoi est-ce qu'on s'accapare un bien commun? De quel droit, sur quelle légitimité ?» Et donc la question, si on veut aujourd'hui se projeter dans un monde où on aura moins d'eau, il faut dire on met tout le monde, tous les usagers autour de la table, et on définit collectivement des règles qui font que chacun pourra utiliser l'eau. Ça, je pense que c'est ce qu'on fait en amont. Et après, si ça, c'est pas respecté, qu'on ait des manifestations pacifiques et déterminées pour dire non, on ne peut pas privatiser l'eau. Bien sûr que nous sommes en soutien de ces organisations pacifiques qui défendent leur droit à l'eau et notre droit en fait à l'eau. Ce matin, Gérald Darmanin a de nouveau rejeté le terme générique de violence policière, qui revient en quelque sorte à mettre en cause l'institution dans son ensemble. Voilà, même si par ailleurs il peut y avoir des violences de la part de membres des forces de l'ordre. Est-ce que vous considérez que dans la situation et dans un certain nombre de situations qu'on a pu voir dans les médias, il y a une responsabilité politique qui tient à la doctrine générale de maintien de l'ordre et aux consignes qui sont données, ou est-ce que c'est avant tout des dérives individuelles qui doivent être sanctionnées pour éviter que ça ne se continue ou se reproduise? Pour moi, il y a très clairement les deux. La première chose, c'est une responsabilité, comme je l'ai dit, dans le changement de la doctrine du maintien de l'ordre, et qui, là, est de la responsabilité de l'État dans les consignes qu'il donne. Et en fait, on ne peut pas avoir une massification des NAS, comme on l'a vu, une augmentation de l'utilisation des grenades, sans que ça soit une consigne qui est donnée. Et de l'autre côté, on a aussi des dérives individuelles qui sont inacceptables et qui doivent être condamnées. Parce que quand on représente la police et qu'on représente l'État, on doit être finalement digne de l'uniforme qu'on porte. Donc je pense qu'il y a les deux. Vous ne parlez pas, vous, de violence policière de façon générique? Il y a, enfin, oui, si, moi je peux, dans certains cas, oui, il y a des violences policières. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont violents, première chose. Par contre, on le voit aujourd'hui, c'est ce que je dis, on a un changement de doctrine de maintien de l'ordre qui va à la confrontation de manière très forte et qui, pour moi, je l'ai dit, met en danger et des manifestants et des policiers, parce qu'on est dans la politique de la confrontation, plutôt que d'être dans une politique, de dialogue en amont, et après une politique de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de désescalade. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate, en tout cas nous, c'est pas ce qui nous est remonté dans les manifestations, et c'est vrai que pour avoir fait toutes les manifestations, là je mets de côté à Sainte-Soline, mais les manifestations sur les retraites, quand même on voit un changement quand même entre les premières manifestations, il y avait un nombre de manifestants extrêmement massif. Bien sûr qu'il y avait des forces de l'ordre, mais on avait déjà la première sécurité, c'est par les organisations syndicales. Elles ont fait un travail remarquable. Et les manifestations post-49.3, on voit une présence policière beaucoup plus soutenue. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui changeait quand même dans la manière d'aborder les choses. On l'a vu, on est ici à l'Assemblée nationale. Enfin, on avait quand même des endroits où les rues étaient bloquées. Voilà, moi, c'est des images qui me questionnent quand même, alors qu'à un moment, que des gens viennent interpeller pacifiquement, viennent manifester pour dire aux législateurs finalement quel est leur souhait et comment est-ce qu'ils souhaitent être représentés, c'est normal, c'est naturel, c'est un droit, et c'est un droit qui est extrêmement important dans notre démocratie. Vous venez d'évoquer les syndicats qui organisent les manifestations. Les syndicats, justement, sont reçus aujourd'hui à Matignon, après un certain nombre de groupes politiques. Est-ce que c'est une bonne chose d'abord que le gouvernement et les syndicats recommencent à se parler? Est-ce que vous en attendez quelque chose, ou est-ce que finalement vous faites partie de ceux qui considèrent que la situation est un peu figée, au moins jusqu'aux décisions du Conseil constitutionnel qui sont attendues dans une dizaine de jours, le 14 avril? Alors, la première chose que je constate, c'est que les syndicats, ils n'ont jamais cessé de chercher le dialogue. C'est qu'on a un gouvernement qui, pendant des semaines, l'a refusé.
Ils ont refusé de répondre au courrier, il n'y avait plus de rendez-vous, et qu'on a des syndicats qui ont finalement eux-mêmes joué le rôle d'apaisement en disant voilà, vous avez fait le 49.3, vous n'avez pas voulu écouter, on vous fait une proposition, c'est la mise en pause de la réforme des retraites et c'est potentiellement une médiation sur ce sujet-là. Il a fallu un peu de temps, le gouvernement a fini par accepter. Je suis très heureuse qu'il les reçoive. Je pense même que c'était essentiel, qu'elle aurait dû. C'est le rendez-vous qui est attendu. À un moment sur les retraites, c'est le dialogue social avec les organisations syndicales qui doit reprendre sa place. Je ne suis pas optimiste sur le fait qu'elle prenne la main tendue. D'ailleurs, même, je trouve que c'est un peu grossier. Elle l'a dit il y a 4-5 jours. Je ne sais pas ce qu'est une mise en pause d'une réforme, donc avant le rendez-vous. Bon. Mais voilà, ils ne sont toujours pas sortis. Donc l'espoir n'est pas vain qu'à un moment, ils se rendent compte que peut-être qu'il faut un signe d'apaisement, qu'il faut le retrait ou qu'il faut la mise en cause. Et que s'ils veulent réamorcer le dialogue avec les syndicats, il va falloir faire des gestes et des actes qui montrent qu'ils sont prêts à ce dialogue. Aujourd'hui, d'où peut venir la solution? Parce que, encore une fois, on a ces décisions du Conseil constitutionnel qui sont attendues le 14 avril. On verra ce que décide le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous espérez véritablement que les sages tranchent en faveur des recours qui ont été déposés? Est-ce que la solution peut venir de la demande de référendum d'initiative partagée qui a été déposée, mais qui a priori, il y a un rapport de force politique qui se créerait à ce moment-là si la procédure était validée, mais qui a priori ne suspend pas la réforme elle-même. Comment est-ce qu'on en sort? Vous dites le gouvernement doit retirer, le gouvernement dit on ne retirera pas. Il y a 3 portes de sortie. 1, le retrait. Moi, j'ai pas. Voilà, on est toujours dans la demande de retrait. J'ai pas perdu espoir. On peut se dire, à un moment, peut-être qu'ils vont se dire que oui, à une réforme qui est pas validée par les syndicats, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que la très grande majorité des Français rejettent, il faut la retirer. Ça, c'est une sortie de crise qui permettrait d'apaiser, le retrait. 2, le Conseil constitutionnel. Moi, après l'audition d'hier, je suis encore plus convaincue qu'il y a des matières en termes de droit pour avoir une censure totale du texte. Effectivement, hier, l'ensemble de la NUPES et le groupe Lyot étaient reçus pour défendre le recours qu'ils ont fait devant le Conseil constitutionnel. On a de la matière, c'est-à-dire, on a un détournement très clair de la procédure de la loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour passer une réforme paramétrique des retraites. Il n'y a pas, normalement c'est un outil exceptionnel, 2, un outil qui doit avoir lieu quand il y a un risque d'insincérité des comptes ou quand il y a des éléments qui viennent déséquilibrer fortement les comptes à l'année, c'est-à-dire aujourd'hui en 2023. Ce n'est pas le cas de cette procédure. Donc cette procédure n'aurait pas dû être utilisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça créerait la loi de finances rectificative, les lois de finances de la sécurité sociale. On s'est replongé dans les débats de 1996. Elle est faite pour redonner de la place au Parlement. C'est vraiment l'intervention de Jacques Toubon, alors garde des Sceaux. C'est vraiment là-dessus. C'est de dire, aujourd'hui, le législateur est silencieux. Il dit même un silence de plus en plus pesant sur les questions de sécurité sociale. Il doit reprendre sa place. Nous devons donner un rôle normatif au Parlement. Nous devons lui permettre de voter sur ce sujet-là. Donc vraiment, on a non seulement une question financière et en plus une question démocratique qui est que c'est une procédure qui doit redonner de la place au Parlement. Aujourd'hui, elle est utilisée contre le Parlement. Donc je pense que sur ces éléments-là de détournement de procédure, il y a un fondement très fort. La deuxième chose, c'est l'insincérité des débats. On a démontré, et je pense que toutes les personnes qui ont pu suivre les débats ont vu qu'il y avait une insincérité et peu de clarté. Sur la question des 1 200 €, le fait que le ministre ne donne pas les chiffres, que finalement il préfère les donner sur une antenne de grande écoute le lendemain matin, que finalement les chiffres qu'il donne sont erronés, qu'il faut que ça soit un député, Jérôme Guedj, qui le confronte sur ces chiffres réels, et qu'on a un ministre qui dit « je n'ai pas de compte à rendre au Parlement ». Bah si, en fait, pour la clarté des débats, pour la sincérité des éléments, bien sûr qu'on a des éléments chiffrés pour éclairer le législateur sur sa décision. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans des collectivités locales. Il y a quand même une chose fondamentale quand les élus délibèrent, c'est la bonne information des élus. C'est la bonne information des élus. Donc quand on fait une délibération, on met les montants des projets, le contenu des projets, les impacts des projets. Je pense que ce que tout exécutif fait dans ces collectivités locales, le gouvernement doit s'astreindre à la même chose pour garantir la sincérité et la clarté des débats. Donc aujourd'hui, sur ces 2 fondements, je pense qu'il y a de la matière. Ça, c'est la deuxième chose, c'est le recours au Conseil constitutionnel, et je pense que ça démontrerait la force de nos institutions.
La troisième, si la loi n'est pas totalement censurée, c'est le référendum d'initiative partagée. Et s'il est validé, on est parti pour des mois et des mois de campagne. Parce qu'en fait, on ne peut pas décider contre les Français, on doit leur donner la parole. Et politiquement, je ne vois pas comment, après être passé en force, dire non, mais j'applique, peu importe qu'il y ait un référendum et peu importe ce qu'on pense. Ou alors, c'est vraiment prendre le risque d'être désavoué dans 6 mois, parce que je pense qu'on aura les signatures. En tout cas, on fera tout pour les avoir. Il fait beau, il y a les marchés, on va faire du porte-à-porte, mais les 4 millions, les plus de 4 millions, on les aura. Et donc après, il y aura un référendum, et je n'ai aucun doute sur le résultat du référendum. Donc y aller en force, c'est vraiment prendre le risque d'être désavoué. Vous, à partir du moment où les 4 millions 8 et quelques de signatures sont réunies, vous considérez que ça crée un rapport de force suffisant? Parce qu'il y a encore un filtre parlementaire à ce moment-là. L'Assemblée nationale et le Sénat ont 6 mois pour examiner la proposition de loi portant la demande de référendum, ce qui veut dire que le Parlement peut y faire obstacle. Au terme de ces 6 mois, le président convoque un référendum. Vous considérez que à partir du moment où 5 millions de Français auraient signé cette pétition, le rapport de force est suffisant en tout état de cause pour provoquer ce référendum? Il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour rejeter la réforme des retraites. Je n'ai aucun doute qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour dire que c'est aux Français de pouvoir s'exprimer sur cette réforme. Et au Sénat? Mais je suis sûre qu'on convaincra les sénateurs. Vous savez, les sénateurs, c'est la chambre des territoires. Je suis convaincue que s'il y a 5 millions de Français qui signent, à l'intérieur, dans ces signatures, il y aura des maires de petites communes, des conseillers municipaux, tous ceux qui savent que le temps, qui connaissent le temps que peut dédier un retraité au bon fonctionnement de nos institutions. Et donc je suis convaincue que comme ils signeront, ils sauront largement plaider l'intérêt de ce référendum auprès des sénateurs. Il faut faire ça avant ces prochaines sénatoriales, c'est ça? Mais en fait, en vrai, c'est déjà là. Moi, j'étais, quand on fait les vœux, je faisais les vœux, j'ai 24 communes dans les différentes communes de mon territoire, et notamment, j'étais au vœu de la Matésine. Donc, pour le coup, pas du tout un territoire urbain. C'était la question. Moi, j'étais avec les maires, ils me disaient, non, mais vous savez, nous, on les voit, les agents d'entretien dans nos communes, et ils peuvent pas rester jusqu'à 64 ans. Ils me disaient, alors vous faites quoi? Moi, je vote contre. Puis les sénateurs, ils font quoi? Je fais, allez leur demander. Donc en fait, en vrai, ces discussions-là, elles le sont déjà, mais à la limite, on peut être pour et on peut être contre. Mais je ne vois pas un sénateur expliquer « j'étais pour la loi, mais je suis contre le fait que les Français s'expriment ». Cette proposition de référendum, elle dit que l'âge de la retraite l'âge légal de départ en retraite ne peut pas être fixé au-delà de 62 ans. Est-ce que ça suffit à régler, si tant est qu'on aille jusqu'à ce référendum et que les Français approuvent cette idée, est-ce que ça suffit à régler la question des retraites ou pas? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Puisque même s'il y a des différences d'appréciation sur la façon de combler les déficits pointés par le corps, il y a effectivement un problème financier, même si tout le monde ne considère pas qu'il est de la même ampleur, mais peu ou prou tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a quand même de l'argent à trouver. Comment est-ce qu'on trouve cet argent? Est-ce qu'il faut malgré tout refaire une réforme pour trouver un financement différent que celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire les cotisations essentiellement, taxation des entreprises, comment est-ce que vous faites? Et est-ce qu'au sein de la NUP, vous êtes d'accord entre vous sur, au-delà de cette question d'âge légal, comment on fait pour assurer l'avenir du régime de retraite par répartition? Parce que c'est quand on entre dans cette phase-là, en quelque sorte, qu'on voit des positions qui ne sont pas, d'ailleurs aussi bien sur l'âge légal que sur la façon de faire, qui ne sont pas toutes les mêmes d'un groupe à l'autre de la NUPES. Alors la première chose qu'elle m'a redire, c'est que l'avenir du système de retraite par répartition n'est pas en danger. Non, mais c'est bien sûr qu'il y a un léger déficit, mais qui est en partie de l'ordre de 12 milliards à peu près sur 345 milliards de dépenses. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente en termes d'équilibre. Donc oui, il faut trouver des moyens supplémentaires, mais non, le corps le dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosion des dépenses du système de retraite et il n'y a pas d'inquiétude sur la pérennité du système. C'est d'ailleurs l'une des différences avec les réformes des retraites précédentes. Donc oui, il faut trouver de l'argent, mais non, la pérennité n'est pas en danger. Et la manière de trouver de l'argent, mais en fait, ce travail-là, on l'a fait. Et on en a proposé plein, des manières de financer effectivement sur la question de la taxation des dividendes, sur la question des cotisations sociales, sur la question de l'augmentation des salaires
que ça soit notamment, je vais quand même m'arrêter sur l'augmentation des salaires, c'est quand même assez intéressant dans les analyses du corps, dans les perspectives qu'il donne et les perspectives que Bercy a données. On a un décrochage, on a une paupérisation des agents de la fonction publique. Mais vraiment, en termes de salaire, on a un décrochage, je crois que c'est une différence de l'ordre de 19% entre les salaires de la fonction publique et le salaire moyen. Donc, payons nos fonctionnaires. Si on paye nos fonctionnaires, ça fera plus de cotisations sociales. C'est la même chose sur l'égalité femmes-hommes. Sur l'égalité femmes-hommes, on sait que si on a une politique volontaire en termes de résorption de l'égalité femmes-hommes, oui, ça va faire rentrer de manière très forte des cotisations sociales. Et en plus, ça réglera en partie la question des inégalités femmes-hommes à la retraite, parce qu'on sait très bien que ces inégalités femmes-hommes à la retraite, c'est l'ensemble des inégalités cumulées tout au long de la vie lors de la carrière professionnelle. Donc on a ces solutions-là. On peut effectivement travailler, je sais que Michaël Zemmour défendait des augmentations de cotisations. En fait, les panoplies, il y en a plein. Il y en a plein, des panoplies. La question, c'est comment on se met autour de la table pour les discuter, pour les analyser. Et en fait, ce temps-là, il n'a jamais eu lieu. Et nous, on l'avait dit à la première ministre, il dit, il n'y a pas d'autre solution. Je dis, bah oui, du moment où vous fermez les portes à toutes les autres solutions, il n'en reste plus qu'une. On n'a jamais étudié aucune des autres solutions qui ont pu être déposées et qui ont été déposées par l'ensemble de la NUP. On avait fait des amendements qui ont été retenus par tous les groupes. Vous n'envisagez pas, j'imagine, une baisse des pensions? Non, absolument pas. Nous n'envisageons pas une baisse des pensions. Ça n'a jamais été, ça n'a pas été proposé par personne au sein de l'hémicycle, je crois, pour le coup. François Gervais, Horizon Politique, est-ce que vous avez vraiment un projet alternatif? C'est ce que vous reproche Olivier Dussopt en disant que vous n'avez jamais proposé un projet alternatif sur les retraites. Est-ce que vous en avez un? On a proposé, alors on a fait une analyse de la loi, déjà avec un constat partagé. On a présenté, alors on va appeler ça, mais effectivement des centaines et des milliers d'amendements qu'on a proposés en commun avec des alternatives de financement. Mais en fait, on répondait à une réforme paramétrique qui ne présente pas un projet pour les retraites. En fait, quand même, il faut dire ce qu'est ce projet de loi. C'est juste faire bosser les gens plus longtemps. Donc on nous disait, il y a un déséquilibre financier, on va chercher l'argent, on sent travailler les gens plus longtemps. Et ben, on a répondu à l'identique, c'est-à-dire, il y a un léger déséquilibre, voilà l'ensemble des options pour aller chercher l'argent. En fait, ils n'ont pas non plus de projet pour les retraites, ils n'ont pas de projet pour les retraités, ils n'ont pas de loi de travail. Donc à un moment, c'est eux, l'exécutif, c'est peut-être à eux de faire leur boulot. Et donc nous, s'ils veulent, on a des propositions sur l'emploi. Très bien, qu'on vienne en discuter, qu'on ait un temps législatif pour travailler sur la question de la lutte contre les discriminations à l'embauche, sur la question d'une structuration d'une filière industrielle sur les ENR. On n'a pas pu en parler pendant la loi ENR. Qu'on aille parler de l'ensemble de ces sujets. En fait, on a un projet, mais ce projet de loi retraite, c'est pas un projet, c'est pas une réforme. C'est vraiment quelque chose de... C'est une loi financière, ça a pour objectif, c'est une loi qui vise à rééquilibrer le déficit, enfin même pas le léger déficit des retraites en faisant travailler les gens plus. On rééquilibre un peu et on prend dans leur poche de l'ensemble des Français sans réfléchir à la question de justice. 62% des économies qui sont faites par les femmes, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Hein. C'est déjà elles qui sont le moins payées quand elles bossent. C'est elles qui font les doubles journées pour s'occuper généralement des enfants quand elles en ont. C'est elles qui subissent les temps partiels suivis. C'est elles qui prennent moins de retraite. Et ben en plus, la réforme des retraites, ça prend dans leur poche. Oui, ça pose des questions. Ça prend dans la poche de ceux qui commencent à travailler le plus jeune avec les métiers les plus difficiles. Sur la pénibilité, alors qu'on a eu des régressions lors du précédent quinquennat, on voit bien que par exemple l'exposition de produits cancérigènes, ce n'est plus considéré comme pénible. Donc en fait, avant de nous rétorquer est-ce que vous avez un projet alternatif, déjà on continue à défendre les droits très fortement, et deux, oui, mettons-nous autour de la table et ils verront que sur la question de l'emploi, sur la question du réduction du temps de travail, sur la question des retraites, nous avons un projet. Mais encore faut-il être en capacité d'écouter. Demain aura lieu votre journée d'initiative parlementaire. Vos propositions ont été examinées avec un destin variable la semaine dernière par les différentes commissions permanentes de l'Assemblée. D'abord, et puis on rentrera un peu dans le détail de ce que vous proposez ensuite. Il y avait 8 textes au départ, il n'y en aura finalement que 6 demain à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous avez retiré et pourquoi ?
Alors on a eu 2 retraits, le retrait d'un texte sur la question de l'extrême droite. C'est un sujet extrêmement important, mais au regard des débats qu'il y a eu en commission et de cette idée de la part des soutiens du gouvernement de faire un amalgame entre la question de l'extrême droite et de l'extrême gauche, que nous on dénonce très fortement, et en plus de finalement minimiser les violences d'extrême droite, on l'a retiré. L'autre chose, c'est la résolution sur la question du massacre du 17 octobre 61. C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet mémoriel, et sur un débat mémoriel, l'objectif, c'est qu'il puisse être adopté. L'objectif d'une de ces résolutions, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'Assemblée nationale de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les discussions que nous avons avec les soutiens du gouvernement ne nous permettent pas d'aller sur cette adoption, parce qu'ils demandent des modifications dans l'écriture qui reviendraient à ne pas reconnaître ce qui s'est passé, mais une version largement amoindrie et qui n'est pas conforme à la réalité historique des faits. Donc aujourd'hui, on considère que la solution qui nous permettrait l'adoption n'est pas acceptable, et donc on va continuer le travail, mais sur chacune de ces 2 textes, continuer le travail pour réussir à convaincre. Et d'ailleurs, sur la question de l'extrême droite, on avait un débat lundi, lors de la semaine de contrôle, pour continuer à parler de ces violences. Concernant les autres textes, est-ce que vous espérez que l'un ou plusieurs d'entre eux puissent être adoptés sans être trop modifiés? On sait que la semaine dernière en commission, la proposition de loi portée par Sandrine Rousseau sur le retrait, ce qu'on appelle le retrait gonflement de l'argile, et qui endommage des bâtiments, notamment et surtout dans des régions qui souffrent de sécheresse, a été adoptée en commission. Sur l'interdiction des jets privés de la chasse le dimanche, j'imagine que vous avez moins d'espoir. Qu'est-ce que vous espérez faire adopter, et pourquoi remettre sur le bureau de l'Assemblée nationale la question des jets privés ou de la chasse le dimanche, sachant que ça a peu de chances, et en réalité aucune chance d'être adopté? C'est pour continuer à creuser votre sillon et à avancer sur ce débat-là, en parler au moins, en attendant éventuellement un jour un changement de la loi? Nous, on avait vraiment 2 types de textes. On avait des textes qui, pour nous, étaient des textes qui sont vraiment des solutions de bon sens face à des urgences, que ce soit sur la question de l'argile, que ce soit sur la question de la prime alimentaire, que ce soit la question de l'augmentation des bourses. C'était de se dire, face à des problématiques très fortes dans la vie quotidienne des Français, quelles réponses on peut apporter et quelles réponses peuvent être votées. Par exemple, sur la question du pouvoir d'achat face à l'inflation galopante, on aurait pu dire on applique notre programme, on met la hausse du SMIC, on met l'allocation d'autonomie jeunesse. On l'a déjà proposé, ça a déjà été refusé. On a dit donc on va aller vers des propositions sur lesquelles on peut obtenir une majorité, et notamment la question de la prime alimentaire, qui est en fait une déclinaison du chèque alimentaire proposé par le Secours catholique, c'est-à-dire 50 € par personne et par mois pour 11 millions de Français, des Français qui ont bénéficié de la prime inflation. Donc on est vraiment sur quelque chose où on se dit là-dessus, on devrait avoir une majorité parlementaire. Bon, pour le moment, on a un mur. La deuxième chose, l'interdiction des nitrites. L'interdiction des nitrites, ça avait été proposé par le MoDem. Depuis, on a un rapport de l'ANSES qui confirme qu'il y a un lien entre les nitrites et les nitrates et la question des cancers. On a la Ligue contre le cancer qui d'ailleurs l'a reconnu, qui d'ailleurs se mobilise très 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 fortement pour l'interdiction. Il y a une pétition qui est en cours qui demande cette interdiction. On se dit, voilà, là on est sur une question de santé publique. On est sur une question de santé publique, on va peut-être commencer à apprendre et à se dire que oui, quand ça confirme qu'on est sur des substances cancérigènes, c'est quand même des substances qui provoqueraient potentiellement 4000 cancers par an, on peut avoir une unité au sein de l'Assemblée. Pareil, on se prend un mur. Par contre, on a l'argile sur laquelle on espère pouvoir avancer. La question du gonflement et du retrait de l'argile, c'est effectivement l'effet de la sécheresse où les sols bougent et où ça fissure les maisons. C'est-à-dire que vraiment, on a des maisons qui bougent, on a des fissures qui apparaissent. Dans les cas les plus graves, ça peut même mettre en cause la question de la solidité. Ça touche les fondements de la maison. Dans des cas un peu moins graves, mais qui sont très gênants, ça peut être des problèmes. On n'arrive plus à fermer les fenêtres, on n'arrive plus à fermer les portes. On a une perte de la valeur du bien. Donc c'est vraiment pour des personnes qui ont économisé toute leur vie pour pouvoir s'acheter un bien, c'est quand même une perte de valeur importante. Et puis on se projette, on se dit sa maison, on va la transmettre à ses enfants, c'est l'endroit où ils grandissent. Et puis là, d'un coup, ça semble plus si solide que ça. Et donc bien sûr que c'est un sujet qui touche très largement, potentiellement 50% des maisons individuelles. Et on arrive aujourd'hui à faire un consensus très large. Il n'y a que Renaissance qui s'est abstenu sur ce sujet-là. On espère qu'on aura la même, en tout cas, la même adoption très large de ce sujet-là, parce que
ça touche énormément de Français. Donc ça, c'était vraiment les premiers textes, des textes sur lesquels on espérait pouvoir avancer. On voit très bien dans le sort pour le moment et le combat qu'on doit faire sur des mesures qui pour nous paraissent évidentes, qu'on n'est pas du tout sur des soutiens du gouvernement qui sont, en tout cas de la part de Renaissance, ni dans l'écoute. Finalement, du moment c'est les écolos qui proposent, ils disent non. Et tout ce qui viendrait à changer un peu, même un tout petit peu les curseurs, ils disent non. Et puis après, on a des propositions de loi dont l'objectif est effectivement de montrer qu'on a un projet de société différent. Et la question des jets, pour ça, elle est extrêmement intéressante. La question des jets, c'est on sait qu'on doit diminuer de 48% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 2030, c'est demain. Ça veut dire que ça doit demander des changements de comportement qui sont extrêmement massifs. C'est ça, le défi qui est devant nous sur le réchauffement climatique. Et ces changements de comportement ne sont possibles que si on répartit justement les efforts à faire. Et ça doit commencer par dire que oui, les ultra-riches ne peuvent pas s'extraire de la règle commune. Ils ne peuvent pas avoir des habitudes de vie qui finalement sont extrêmement polluants et nous mettraient tous en danger. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... Cet effort-là, il doit être partagé. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on est prêt, à prendre des mesures immédiates, ça serait l'interdiction des jets, et deux, des mesures qui disent oui, tout le monde doit changer. Il n'y a personne qui est finalement hors la loi. Donc vous assumez le fait que sur cette proposition-là en particulier, quand on vous répond oui, mais ce que produisent les jets en termes de production de CO2, c'est infinitésimal, vous assumez que c'est un texte d'exemplarité en quelque sorte, et pour montrer que effectivement les efforts doivent être répartis, comme vous le dites, plus d'exemplarité que d'efficacité finalement. Alors déjà, il n'y a pas de petites économies d'émissions. Enfin, en fait, quand on doit baisser de 48% de nos émissions, vraiment, chaque tonne va compter, et donc toutes les mesures auront un impact. Et la deuxième chose, oui, en fait, on sait très bien que si on veut des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça ne peut pas être on demande aux gens de changer leur habitude, mais ceux qui polluent le plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, les plus riches polluent je crois que c'est 8 fois plus que les 10% les plus riches polluent, je crois, 8 fois plus que les 50% les plus modestes. Je ne suis plus certaine de mon chiffre, mais on est à peu près dans cet ordre de grandeur, en tout cas dans cette idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui polluent le plus doivent être mis à contribution plus vite et plus fortement. Et en plus, je répète, c'est-à-dire que c'est l'interdiction des jets privés, dont on a une augmentation du trafic de manière très forte, dont aujourd'hui le 3e aéroport européen à Amsterdam vient d'interdire. Donc on est quand même sur des mesures aujourd'hui qui sont importantes pour montrer que chacun contribue, et notamment ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique. Sur la chasse le dimanche, qui est intitulée d'ailleurs la proposition de loi pour un accès sûr et tranquille à la nature. Bon, là encore, on voit bien que le texte ne sera pas voté, en tout cas demain. Est-ce qu'il faut une loi sur ce sujet, ou est-ce qu'il faut, comme ça commence à se faire par-ci par-là, plutôt des discussions au niveau local pour essayer de trouver des solutions? Est-ce qu'il faut passer par une loi nationale, ou plutôt par des mesures de bon sens qui peuvent être discutées entre les différents acteurs et usagers de la nature au niveau plus local? Déjà, je pense qu'une mesure de bon sens, elle est toujours de bon sens, qu'elle soit discutée nationalement ou qu'elle soit discutée à Saint-Dié-des-Vosges, qui effectivement l'a mis en place, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On aurait pu avoir ce débat en commission. On aurait pu avoir un débat en commission où des gens nous disent, bon, écoutez, on pense qu'on ne peut pas imposer nationalement, mais dans ces cas-là, on pourrait s'en remettre au préfet, ou pour avoir une discussion avec les maires, et que les maires déterminent avec les acteurs de leur territoire un jour où il y a un jour en week-end ou le mercredi, parce que si c'est le lundi et que personne n'a accès à la nature, c'est plus compliqué. On aurait pu avoir ce débat-là. Nous, on pense qu'il faut une règle connue de tous, appliquée partout, mais on aurait pu avoir ce débat-là. On ne l'a pas eu. C'est-à-dire que c'était un débat, pour le coup, de principe. C'est-à-dire c'était non. Donc, en fait, ça ne m'a même pas permis le débat. Et pourquoi on a appelé cette loi-là l'accès à la nature? Parce qu'en fait, effectivement, la question, notamment dans une période où on voit... on a, avec le réchauffement climatique, des vagues de chaleur énormes, la question de l'accès à la nature, des endroits où il fait frais, des endroits où on revient en contact avec
avec le sol, enfin voilà, qu'on revient en contact avec ce qu'est la nature, avec cette envie de verdure qu'ont beaucoup d'urbains, et oui, ça doit être permis à tous. Et en fait, il ne faut pas qu'à un moment les gens se disent alors attendez, est-ce qu'on est en période de chasse, pas en période de chasse, est-ce que je peux y emmener mes enfants, comment je m'habille. Moi, j'ai vécu dans un endroit où il y a de la chasse, donc c'est de dire attention, mets des vestes fluo parce qu'il faut bien que les chasseurs puissent nous identifier. En fait, à un moment, la question de la sécurité ne doit pas être un frein à l'accès à la nature. C'est ça qu'on dit dans cette PPL, c'est il faut partager l'accès à l'espace et à la nature parce que ça va devenir un enjeu et un enjeu d'égalité. On doit tous et tous pouvoir profiter de la nature. C'était ça, cette question-là. Et finalement, on l'a aussi très peu débattue. Cette question, c'est pas de dire on veut plus de chasse, c'est de dire en fait il faut que les gens puissent cohabiter ensemble et qu'il faut pouvoir aller notamment, là c'est le dimanche, parce qu'en fait le dimanche c'est le jour des balades en famille, on doit pouvoir aller en forêt, en famille, en se sentant sécurisé. Je veux dire, question sécurité. Non, je crois que tu voulais rebondir sur la chasse. Sur la chasse, non, parce que c'est trop polémique. Mais sur le partage de l'espace public, est-ce que vous êtes satisfaite du référendum sur Paris qui vise à dire non aux trottinettes électriques en libre service? Là aussi, c'est une question de partage, mais ça ne se passe pas toujours très bien. Oui, en tout cas, moi je pense que le référendum c'était une bonne méthode, qu'on doit définir une interdiction sur là c'était les trottinettes en libre service. Il me semble que consulter c'est une bonne méthode. Après, il y a plusieurs solutions, soit l'interdiction, soit l'encadrement. On voit bien que ça pose un problème de sécurité, qu'il y a plein de piétons qui se sentaient bousculés. On a quand même des questions sur ces trottinettes, même si on regarde d'un point de vue environnemental, de l'impact environnemental de ces trottinettes qui sont très vite dégradées. Celles qui se retrouvent dans la Seine. C'est ça, et puis qui sont très vite dégradées, donc elles ont une durée de vie qui sont très faibles. Donc en fait, en vrai, en termes d'énergie dépensée, c'est quand même pas un bilan faramineux. On a un sujet, en fait, c'est quand même aussi un déplacement... Alors très jeune, c'est vrai. Donc ça, il faut aussi savoir entendre les plus jeunes qui disent finalement c'était mon mode de déplacement. Et en vrai, très CSP+. Donc après, puis il y a la question des mobilités actives. Comment est-ce qu'on repermet le vélo, la marche à pied? En tout cas, oui, cette question du partage de l'espace, il est important. Et je trouve que voilà, tout ce qui vise à associer est une bonne manière d'aborder le sujet. Gérard. Oui, justement, sur cette question, vous dites que c'est positif, ça a été positif, le référendum. Il y a seulement 7% des Parisiens qui ont voté. On peut imaginer que ce sont les personnes les plus âgées. On interdit donc un mode de mobilité qui concerne surtout les plus jeunes. Et en plus, le référendum, c'est une question, c'était on autorise ou on interdit, alors qu'on pouvait très bien imaginer que la meilleure solution, c'était tout simplement de réglementer bien davantage, d'interdire les trottoirs, etc. Alors, est-ce que ce n'est pas justement une démonstration que le référendum, ce n'est pas la solution ? En fait, c'est toujours un peu facile Moi, je trouve que, dans un moment où les gens ont envie d'être consultés, pas seulement une fois tous les 5 ans, oui, il faut essayer les référendums. Après, les référendums, c'est pas le seul outil, mais c'est un des outils pour décider. On peut faire les conventions citoyennes pour le climat, malgré... ça a été une grande réussite citoyenne, ça a été un échec politique parce qu'on a un gouvernement qui a choisi de ne pas appliquer ses décisions, mais ça a été une réussite politique. C'est des outils aussi dont on peut se saisir en disant finalement je fais un panel citoyen où on répartit à la représentation ici de la commune avec des jeunes, des personnes plus âgées, des CSP+, des personnes plus populaires, etc. C'est une autre solution. On peut décider de faire des ateliers participatif. En fait, on a une panel de solutions. Moi, je pense qu'il faut tous les utiliser au moment qui semble opportun. Là, c'est le choix du référendum. Pourquoi pas? Je dis, au moins, il y a eu un référendum. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous, on souhaite un référendum et où on nous dit non. Donc, allons-y. Enfin, non, mais en fait, dans un moment où il y a une appétence pour se réapproprier la question publique, après, dans la période, bien sûr, et je sais qu'on est à Paris, je sais que c'est très important la question des trottinettes. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient aussi d'autres sujets en tête que les trottinettes dans une période où on a une inflation record. Voilà, ça peut aussi faire poser la question de la faible participation sur un sujet qui est certes important, mais peut-être qui n'était pas absolument prioritaire. Nicolas, Jean-Michel, et puis... Oui, en Ariège, il y a donc eu le succès, plus que le succès, une victoire très large
d'une candidate socialiste dite dissidente, 60% donc, victoire qui a donné lieu à 2 lectures. La première, celle selon laquelle, au fond, le rejet de l'autocratie mélenchoniste et des pratiques excessives de son groupe provoquait un rejet qu'on voyait se manifester dans les sondages et qui s'est cristallisé à l'occasion de cette élection. C'était la première lecture. La seconde lecture, celle de Mélenchon et des siens, disant que c'était une coalition de la droite et de l'extrême droite. Donc je voudrais savoir quelle était votre lecture à vous. Alors vous me permettrez d'avoir une troisième lecture qui n'est... Alors, quand même, si, on voit bien... la première chose qu'on ne dit pas, c'est l'effondrement des soutiens du gouvernement. Je rappelle que quand même les soutiens du gouvernement étaient au 2e tour la dernière fois, qui ne sont pas, qui décrochent très fortement. Et ça, on l'oublie bien vite, ça veut dire qu'ils sont extrêmement affaiblis. Et que ce qu'on voit du rejet de la politique, elle s'est concrétisée en Ariège. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on avait un 2e tour gauche contre gauche, et on peut constater qu'il y a eu un soutien de la part de René, enfin de LREM, en tout cas ensemble, je ne sais plus, ils n'ont plus tellement de noms maintenant, en tout cas des soutiens du gouvernement à la candidate PS dissidente. On a vu les nombres de tweets qui se félicitaient le soir, qui étaient effectivement sur un arc très large et très à droite. Donc oui, effectivement, il y a eu quand même un soutien, et en tout cas un appel à voter de la part de candidats de droite. Moi, les conclusions que j'en tire, c'est qu'il faut qu'on se questionne sur ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire c'est rien. C'est-à-dire, effectivement, on a perdu une collègue. Moi, je le regrette. C'était une collègue de grande qualité. J'aurais beaucoup aimé la retrouver au sein de la NUPES. Mais donc, ça veut dire ce qu'on savait, mais ça l'illustre que dans des territoires ruraux, dans des territoires périurbains, on a un travail de conviction à faire. On a un travail de conviction à faire et on doit le faire. Et je pense que des propositions de loi du type retrait gonflement d'argile, ça aide. Je pense qu'il faut montrer qu'on a des solutions, bien sûr, pour les zones urbaines, bien sûr qu'on fait attention aux catégories populaires, mais à toutes les catégories populaires, aux catégories populaires dans les zones très urbaines, mais aussi dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, et qu'on a des propositions pour toute la France, en fait. Jean-Michel, sur ce sujet ou sur autre chose ? Alors, juste une question pour poursuivre le thème lancé par Nicolas. On a vu aussi dans cette élection, dans la campagne d'entre-deux tours, mais auparavant, des divergences à la fois de stratégie et de fond au sein du Parti socialiste, puisque Martine Froger a été soutenue par Nicolas Mayer-Rossignol, qui est aujourd'hui le numéro 2 du Parti socialiste, par Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Et on a vu des réactions ensuite très différentes au sein du PS et pas seulement sur Twitter. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette élection est révélatrice d'un certain nombre de différences, voire de divergences au sein du Parti socialiste et plus largement au sein de la NUPES aujourd'hui ? On a vu Fabien Roussel, par exemple, qui dit qu'il faut aller discuter jusqu'avec Bernard Cazeneuve, ce qui suscite de vives critiques de la part de la France Insoumise. On a entendu hier Mathilde Panot dire qu'il n'était pas question que Martine Froger siège au sein du groupe socialiste. Vous avez parlé de votre ex-collègue Bénédicte Taurine. Est-ce que vous considérez néanmoins aujourd'hui que Martine Froger est l'une de vos collègues ? Est-ce que vous êtes prête à l'accueillir au sein de la NUPES, ou est-ce que vous considérez que le clivage qui s'est exprimé au cours de cette élection, d'abord est révélateur de quelque chose et ensuite rend impossible son rattachement au groupe socialiste aujourd'hui ? Alors le clivage, il est révélateur, mais d'un clivage qu'on connaît, qui a alimenté le congrès du Parti socialiste. Voilà, donc c'est finalement, c'en est d'une certaine manière sa continuité. Je pense pas, en tout cas moi c'est pas comme ça que je le ressens au sein de l'Assemblée nationale. Au sein du groupe et de la collaboration qu'on a avec l'ensemble des députés NUPES, oui bien sûr on a des débats stratégiques et c'est normal, mais on retrouve pas ce clivage-là, déjà parce qu'on n'est pas dans une logique d'aller disqualifier l'autre. Il n'y a pas une bonne gauche et une mauvaise gauche, et moi je refuse de rentrer dans ce débat-là, ou même d'en accepter les prémices. Il n'y a pas... Enfin voilà, moi je travaille avec mes collègues insoumis, avec mes collègues communistes et à mes collègues socialistes exactement de la même manière. Et après, moi, je pense que je le prendrais assez mal si le président d'un autre groupe venait à me dire qui je dois prendre ou pas. Donc non, j'ai pas de... Enfin voilà,
je laisserai aussi au groupe et au président du groupe décider, bien évidemment. Je sais que les débats sont fournis, qu'ils ont aussi conscience des différents éléments, on en discute, des différents impacts politiques dans un sens comme dans l'autre, d'intégrer ou pas la NUPES. Parce qu'en fait, intégrer le groupe socialiste, par contre, c'est intégrer la NUPES, dans sa diversité, dans sa pluralité. Mais aujourd'hui, nos groupes, moi, mon groupe, il est écologiste NUPES, comme tout... Il faut néanmoins, comme le demandent certains, un acte 2 en quelque sorte de la NUPES. Là, on est dans une NUPES qui est née après la présidentielle, la dynamique Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise qui du coup a pris le leadership dans la foulée de la présidentielle et pour les législatives dans le cadre de l'accord électoral qui a été conclu par la gauche. Est-ce qu'il faut un acte 2, redistribuer un peu les cartes, un rapport de force un peu différent ? L'acte 2 de la NUPES était proposé par une députée écologiste qui s'appelait Sandrine Rousseau, donc ça vous étonnera pas que moi j'y suis favorable. Effectivement, on a une NUPES qui est arrivée très vite après les élections présidentielles, qui nous a permis quand même d'être 151, de gagner de nombreuses circonscriptions. Elle a tenu, déjà, on pensait qu'elle tiendrait pas. Enfin, il faut se rappeler, moi je me souviens, j'ai fait campagne, on m'a dit de toute façon en juillet, la NUPES c'est mort, vous êtes juste un accord de briquet de broc, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tenu, on travaille ensemble, on fait des propositions ensemble, on se voit toutes les semaines, ça fonctionne. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Après, la question de cet acte 2, c'est comment on approfondit, comment on apprend, comment on arrive à aller sur une culture commune. Là, on a un format, on va dire, un peu réduit qui fonctionne. Comment on arrive à faire davantage de plénières, à plus se voir. Et finalement, vous êtes vu hier soir ? On s'est vu hier soir et c'était très intéressant, ça s'est très bien passé. On s'est vu pendant 3 heures, on a parlé des retraites, on a parlé de cette question-là, de comment finalement on est beaucoup de nouveaux députés qui découvront l'institution, qui découvront ce travail, qui apprenons à nous connaître, donc ça prend du temps. Et donc je sais qu'on voudrait des solutions rapides, on se dit on se fait un acte 2, on fait quelque chose comme ça, hop, on était l'acte 1, on passe l'acte 2. Je pense que ce qui fonctionne et ce qui dure, ça prend du temps. Et qu'il faut assumer de se dire que ça prend du temps et qu'effectivement, on est en train de construire ce qu'est une coalition politique dans un pays où on n'a pas l'habitude des coalitions politiques. Dans un pays extrêmement vertical, on a l'habitude d'avoir un président, une majorité, point barre, une opposition. Là, une opposition qui à la fois travaille ensemble et à la fois qui est plurielle. Je pense que c'est un objet politique qu'on est en train de créer et je pense que c'est extrêmement fort parce que je crois que c'est ces objets politiques-là qui seront le futur. En fait, on voit bien qu'il y a une diversité politique dans le pays et que j'espère en tout cas que les assemblées monolithiques où il y a une majorité écrasante, c'est fini parce que ça ne permet pas d'avoir les débats qui sont en cours dans la société. Donc il faut qu'on apprenne à travailler en coalition, c'est-à-dire des partis différents, des groupes différents qui travaillent ensemble avec des objectifs communs. Il y a plusieurs questions. Gérard, tu es là-dessus toi aussi ou... Alors, juste pour suiter là-dessus et puis après Jean-Michel comme Gérard et puis ensuite Hélène. Sur la question du Rassemblement national, parce que moi j'ai dit quand même, la partielle, on le balaye vite, mais il ne faut pas oublier le premier tour. La partielle, c'est un désaveu des soutiens du gouvernement, clairement. C'est pas Renaissance qui récupère le siège, c'est pas aujourd'hui, ils ont perdu. Comme ils avaient perdu les législatives, puisque pour la première fois, ils n'avaient pas de majorité. Sur le Rassemblement national, bien sûr que ça nous préoccupe. Et moi, le constat que je fais, c'est que, en fait, quand on a un sentiment de délitement de la démocratie, parce qu'on passe en force, oui, le Rassemblement national prospère. Il ne faut pas s'en étonner. À un moment, dans des moments où il faut regarder ce qui s'est passé en Italie. Pourquoi en Italie, on a l'extrême droite qui arrive au pouvoir ? Parce que les gens ne vont plus voter. Et donc, en fait, à un moment, si on envoie le signal aux gens que voter ne sert à rien, parce que leurs représentants, sur l'une des réformes majeures, sur l'une des réformes les plus politiques de ce début de quinquennat, on ne leur permet pas de voter parce que la réforme serait rejetée, quel signal on envoie ?
On dit aux gens, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voter pour le Parlement. Donc à un moment, il faut se regarder dans la glace. Ceux qui font monter le Rassemblement national parce qu'ils sont en train de détruire nos services publics, parce qu'ils sont en train de miner la question de la représentation du Parlement, aujourd'hui, c'est les soutiens de la majorité. Donc non, en fait, cet échec, s'il y a un échec de la montée du Front National, ça peut pas, c'est un échec collectif. Et le premier responsable, c'est bien sûr ceux qui sont au pouvoir. Quand on a un ministre qui parle de terrorisme intellectuel pour disqualifier ses opposants de gauche et qui n'a pas un mot sur un maire qui est menacé par l'extrême droite, dont il y a eu un incendie de sa maison parce que justement on va quand même pas aller parler du terrorisme d'extrême droite, oui ça pose question en fait. Donc on a une disqualification d'une opposition républicaine qui est une opposition de gauche, qui permet une banalisation d'une opposition d'extrême droite. On a des soutiens de la majorité qui sont silencieux. Le débat sur la PPL Kasbarian, il était honteux. On avait des leaders, on avait des représentants d'extrême droite qui avaient des propos, par exemple, les marchands de sommeil, c'est la faute des immigrés. J'ai pas entendu un membre des soutiens du gouvernement aller s'indigner des propos du Rassemblement national. Le ministre n'a rien dit, le rapporteur n'a rien dit. Donc en fait, il laisse passer des propos qui sont inadmissibles dans l'hémicycle. Pire que ça, il vote pour eux pour leur donner des vice-présidences à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, très clairement, nous, on fait un débat déjà culturel parce qu'on est en une position totale avec le projet du Rassemblement national. On les combat absolument et tous les jours. Et oui, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que potentiellement on doit même étendre cette stratégie pour démontrer à quel point le Rassemblement national, en plus, est une fraude sur les questions sociales, est une fraude quand on regarde le projet économique du Rassemblement national. C'est un projet libéral. Ils font croire aux plus populaires qui vont les protéger. Mais leurs réformes, c'est les mêmes que Macron. C'est la question de la réduction des cotisations sociales, c'est la réduction des impôts de production. C'est ça, c'est une réforme de l'héritage qui bénéficierait aux patrimoines les plus élevés, notamment ceux qui ont du patrimoine immobilier. C'est ça le Rassemblement national. Et c'est ça qu'on doit continuer à combattre. Donc bien sûr qu'on ne se satisfait pas de ces résultats, mais je pense que dire que c'est l'échec de la NUPES, c'est vraiment faire un raccourci et c'est exonérer les soutiens du gouvernement et le gouvernement d'une politique extrêmement dangereuse, d'une pente extrêmement dangereuse qu'ils sont en train de faire sur les questions des droits, sur la question de la disqualification politique, qui même des fois utilise les mots du Rassemblement national pour disqualifier leurs opposants et qui vraiment n'est pas digne. Jean-Michel. Oui, bonjour. Le gouvernement vient de présenter un dispositif de programmation des dépenses militaires. Alors, il y a un chiffre de communicant, 400 milliards. Oublions ça. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a d'écologique dans les dépenses militaires? Et puis, vous venez de parler de construire une coalition politique au sein de la NUPES. Comment imaginer qu'il y ait une coalition sur ce thème au sein de la NUPES? Alors le ministre est en train de le présenter en ce moment même, effectivement en commission. On va regarder bien sûr les détails, la manière dont cette loi de programmation est présentée. Vous le savez, moi je viens d'un parti qui est profondément pacifiste. Donc la question, ça va être comment sont alloués ces moyens. Bien sûr, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on a des questions de munitions, on a des questions même de quels sont les moyens donnés à nos militaires. Donc ça, on va le regarder. La question, c'est est-ce qu'aussi on se donne des moyens en termes de diplomatie? C'est-à-dire que la question, c'est bien sûr la protection, mais c'est aussi le travail en amont et le travail diplomatique pour éviter ou pour résoudre les conflits. Donc on va regarder sur cette question-là. La deuxième chose, c'est la question industrielle. C'était la réponse que moi, la question que j'ai posée au ministre lorsqu'il nous avait présenté les orientations, c'est que très bien, on a une industrie française de la défense, mais je pense qu'il serait temps de passer à une industrie européenne. Si vraiment on veut avoir des outils qui sont interopérables sur une défense européenne, il faut une stratégie industrielle européenne sur les questions de la défense. Est-ce que c'est un sujet sur lequel ils vont travailler? Est-ce qu'on est autour de la table? Comment on arrive à mettre de l'argent sur ces questions-là? Et enfin, sur la question environnementale, nous, on va aller regarder les moyens qui sont donnés, par exemple, à la marine pour aller protéger toutes ces zones aujourd'hui, justement, naturelles dans l'océan. C'est aujourd'hui les marins qui les défendent contre ceux qui veulent aller piller ces ressources naturelles dont on a besoin. Donc on va aussi regarder ces questions-là, regarder bien sûr la question de l'amélioration du bâti, qui certes n'est pas une question de protection, mais qui est une question de la qualité de vie pour les militaires. Donc on a beaucoup de sujets sur une LPM dont on commence seulement à prendre connaissance et sur lequel on va faire un travail sur le long cours. Et oui, sur cette question de la défense,
on n'est pas toujours, enfin même on a des désaccords, mais qui sont connus, qui sont actés, sur lesquels on a voté déjà différemment au sein de la NUPES, mais c'était dans ce qu'on a présenté aux électeurs. Et peut-être que la LPM, ça sera justement l'occasion de voir les sujets sur lesquels on avance ensemble, et je pense qu'il y en aura un certain nombre, et peut-être des sujets sur lesquels on a encore du travail à faire pour être d'accord, mais je pense qu'il faut laisser le temps de travail sur ce texte pour voir quels sont les sujets qu'on porte ensemble et ceux sur lesquels on n'est plus, peut-être on a des analyses divergentes au sein de la NUPES. Une dernière question sans doute d'Hélène. Oui, moi je voulais juste revenir tout à l'heure parce que vous avez évoqué le référendum et on sent très bien que vous considérez que la démocratie fonctionne mal en ce moment en France et oui. que les référendums, voilà, donc que les référendums d'initiative populaire en particulier seraient un excellent remède quand il y a un conflit sur un sujet ou un autre. Exemple, effectivement, celui de la réforme des retraites. Mais est-ce que si on multiplie ces référendums et qu'il y a une faible participation, il faut beaucoup de votants pour le mettre en route, bien sûr, mais après, considérant le vote. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un coup d'un côté, un coup de l'autre politiquement. Je ne veux pas dire que c'est propre à une majorité ou un autre. Bon, voilà. Mais quand même, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la plupart des textes, après, importants, vont être adoptés par référendum avec une minorité qui va voter pour ou contre et qui, finalement, devrait résoudre la question ou le conflit. Et ça pourrait être un peu étonnant. Dangereux même. C'est ça. Alors, la première chose, c'est que je suis persuadée que sur la réforme sur les retraites, le taux de participation sera bien supérieur que la participation sur les trottinettes. Tout le monde le souhaite. À un moment, je pense qu'on ne peut pas extrapoler. Oui. La deuxième chose, c'est bien sûr que ce n'est pas le remède idéal. La question, c'est quels sont les outils pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer entre deux élections. Parce que c'est quelque chose qu'ils nous disent très fortement. Ils nous disent, je veux pas, c'est pas je vote et pendant 5 ans vous m'oubliez. Donc ça peut être, on l'a dit, ça peut être du référendum, ça peut être des conventions citoyennes, ça doit être le dialogue social. Il ne faut pas oublier, la représentante des salariés, c'est les syndicats. Et donc en fait, quand on méprise les syndicats, on tue ce dialogue social-là. Donc oui, bien sûr qu'on a des palettes d'outils qui permettent d'être entendu, de pouvoir influer sur les décisions. Et d'ailleurs même, il me semble, alors ça c'est sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on peut contribuer les citoyens ont le droit d'influer sur la vie publique par leurs représentants ou de manière personnelle. Et donc oui, ils doivent avoir des représentants, on est là pour légiférer, on est là pour les représenter. Et d'ailleurs, si nous avions voté, l'Assemblée aurait représenté les citoyens et aurait rejeté la réforme des retraites. Donc d'une certaine manière, si on nous avait laissé aller au vote, on aurait démontré que la démocratie fonctionnait. Mais des fois, il faut aussi savoir aller vers une application personnel, c'est-à-dire que les gens ont le droit aussi de pouvoir se saisir des outils pour donner leur avis. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une question démocratique, et nous, on l'a dit, la crise qu'on vit, c'est l'essoufflement de la Ve République, c'est-à-dire qu'on a un système qui reste vertical, qui tourne autour d'une seule personne, et que ça ne fonctionne plus face aux défis qu'on a. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, ça ne peut plus être une personne seule qui décide et qui impose. Et on le voit bien, ça essouffle dans le Parlement, au sein de sa propre majorité, ça essouffle dans le pays, et ça éloigne. Ça éloigne parce que finalement, ça donne l'impression, qu'il n'y a qu'une élection qui compte, et qu'en plus même cette élection, même quand on vote, à la fin, les gens ne nous écoutent plus pendant 5 ans. Bon, voilà. Démocratie directe, représentative, sociale, on pourrait en parler pendant 1 heure ou plus, mais le temps qui nous était imparti aujourd'hui est épuisé. Merci Cyrielle Châtelain d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous. On n'a pas encore le nom de l'invité de la semaine prochaine, mais on vous fera savoir ça dès que ce sera fait. Merci. Merci.